Bien, ben voilà, je vous ai fait un petit tour. Malheureusement, ça m'amène à vous raconter ma vie. Ce n'était pas l'objet. L'objet que j'avais préparé, c'était des vaccins standards pour des individus tous différents. Alors, si vous voulez savoir ce qu'il y a, lisez mes livres, mais je voulais simplement résumer pour dire que ces vaccinations de masse qui sont mises en place et qui déjà depuis longtemps, mais qui maintenant vont devenir obligatoires, les fameux 11 vaccins, ça n'a pas de sens sur le plan biologique, hein. Parce que ce qu'on oublie, et là je vais résumer très vite et puis je vais libérer la parole, le système immunitaire ne fonctionne que sous le contrôle d'un système qui constitue notre identité biologique, qui est le système HLA. Bon, tout le monde sait qu'on ne fait pas des greffes ou des transplantations d'organes à n'importe qui. On essaie d'harmoniser le donneur et le receveur. Pourquoi? Eh bien pour éviter une réaction immunitaire qui est la réaction de rejet. Et pour cette réaction de rejet, elle est sous le contrôle du fameux système HLA. Or, ce système HLA fait que nous sommes, selon les vaccinations, des bons répondeurs, des moyens répondeurs, des non-répondeurs. Donc, on a absolument toute la diversité, ce qui fait que penser qu'on va vacciner tous les enfants et que tous seront immunisés, c'est une erreur monumentale. Un individu vacciné n'est pas forcément un individu immunisé. Voyez. Et c'est ça que donc j'aurais voulu vous, vous démontrer assez facilement. Voilà, alors que pensent les gens, les experts de nos arguments? Alors, ils utilisent des arguments catastrophiques. Alors ça, c'est un extrait du journal La Croix avec un journaliste, donc Pierre Bienvaux, que je ne connais pas, mais auquel j'aimerais bien pouvoir écrire parce qu'il écrit quand même des choses un petit peu euh, inadmissibles. L'INSERM apporte des éléments scientifiques prouvés, hein, c'est écrit, c'est copié noir sur blanc, hein, scientifiques prouvés sur l'efficacité et l'innocuité des 11 vaccins. Mais il est quand même difficile d'affirmer autant de mensonges en une seule phrase, hein. Scientifiquement prouvé de l'efficacité et de l'innocuité des 11 vaccins. Alors l'argument de l'âge, bon, je passe, on va aller avancer. Je ne veux pas avancer? Si. Alors, ça c'était un petit résumé que je voulais vous faire, mais là on va passer rapidement. L'immunité innée et l'immunité adaptative, on passe à la suivante et je vais vous montrer pourquoi. Voilà, le point de départ de la réponse immunitaire, c'est la perception d'un danger. Le panneau que vous avez en haut à gauche. Ce danger, c'est quoi? Bien, ce sont des molécules qui sont portées par les éléments pathogènes, les virus, les bactéries, ou même des molécules séparées, bien sûr, individuelles. Eh bien, ça constitue pour le système immunitaire, c'est repéré comme un signal de danger. Et c'est repéré par toute une série de récepteurs dispersés dans l'organisme, hein, en particulier par certaines cellules qu'on appelle des cellules dendritiques à cause de leur forme, et qui vont avoir deux fonctions. La première, c'est de déclencher la réaction inflammatoire. Je passe évidemment sur ce que c'est, hein. Cette réaction inflammatoire, qui est bien entendu salutaire, mais qui peut devenir dangereuse si elle devient pathologique. Et pour éviter justement qu'elle devienne pathologique, il y a un mécanisme de régulation qui passe par l'hypothalamus et l'hypophyse, qui va, grâce au surrénal, mettre en circulation de la cortisone, qui est un anti-inflammatoire, hein. C'est la raison pour laquelle on traite les anti-inflammatoires par des dérivés, par des corticoïdes. Bien, donc première réaction, la cellule dendritique entraîne la réaction inflammatoire qui déclenche l'immunité innée, c'est-à-dire celle qu'on a à la naissance. C'est une immunité rapide, quelques minutes, quelques heures, mais qui ne développe pas de mémoire. Et en même temps, ces cellules dendritiques vont entrer en contact avec des lymphocytes, qui sont donc les globules blancs classiques du sang, de type, bon, que je pourrais vous expliquer si vous le voulez, les T et les B, et qui vont déclencher l'immunité adaptative, qui, comme son nom l'indique, va être adaptée à certains pathogènes pour développer une immunité spécifique et accompagnée d'une mémoire. Et les deux immunités, évidemment, vont permettre l'élimination du pathogène. Alors, on passe après à la suite. Bon, ça c'est le résumé de ce que je viens de vous dire. Donc deux formes d'immunité, l'immunité cellulaire qui est due aux lymphocytes T, l'immunité humorale qui est due aux anticorps fabriqués par les lymphocytes B. Voilà. Alors on passe parce que je voudrais en arriver. Alors ça c'est le résumé, ça paraît très compliqué, ça ne l'est pas du tout, hein. Les lymphocytes B reconnaissent l'antigène, mais c'est une reconnaissance directe. Ça les fait se multiplier et transformer en grosses cellules qui vont sécréter des anticorps. Immunité humorale. On appelle comme ça parce que c'est transmis par les humeurs de l'organisme, c'est-à-dire les liquides de l'organisme. Et puis en parallèle,
les cellules dendritiques vont présenter des fragments d'antigènes, en fait, hein, pas l'antigène tout seul, à d'autres lymphocytes qui vont devenir des lymphocytes tueurs, immunité cellulaire, tueurs pour détruire les cellules infectées, et d'autre part, toute une série de lymphocytes qui vont devenir ce qu'on appelle des lymphocytes auxiliaires et qui vont accélérer ou réprimer les deux voies de l'immunité. Bien, on passe à la suivante pour en arriver finalement. Donc, vous voyez que la réponse immunitaire adaptative, il y a deux types d'acteurs principaux bien sûr, les cellules présentatrices d'antigènes, hein, qui sont bon, les cellules dendritiques entre autres, et les lymphocytes. Alors, on passe. Voilà. Alors, la différence entre les lymphocytes, c'est que les lymphocytes, alors je vous dis rapidement pourquoi on les appelle B et T. Tous les lymphocytes, oui, je dis bien, prennent naissance dans la moelle osseuse. La moelle osseuse rouge, hein, l'extrémité des os longs, des os plats comme le sternum, le bassin, etc. À ne pas confondre, bien sûr, avec, comme je l'ai vu même dans des documents de journalistes scientifiques, ne pas confondre la moelle osseuse avec la moelle épinière. Hein, évidemment, ça n'a rien à voir. Bien, alors ces lymphocytes prennent tous naissance dans la moelle osseuse, mais ils peuvent effectuer leur maturation soit sur place, ce sont les lymphocytes B, le B venant de bone marrow, hein, bone étant l'os, donc la moelle osseuse. Les lymphocytes T, eux, vont migrer vers le thymus, hein, d'où leur nom, où ils effectueront leur maturation. Bien. Alors la différence entre les deux, c'est que les lymphocytes B reconnaissent directement les antigènes. Les lymphocytes T, eux, sont aveugles. Ils ne peuvent reconnaître que des fragments d'antigènes. Il faut donc leur préalablement les fragmenter et les présenter à la surface des cellules pour que les lymphocytes puissent les reconnaître. Et voilà, c'est cette présentation que je voudrais vous faire après. Bon, ça c'est le résumé. Hein. Lymphocyte B reconnaît l'antigène, il se multiplie. Grâce aux lymphocytes auxiliaires qui vont accélérer la multiplication et la différenciation, on arrive aux anticorps. Bon, je n'insiste pas. Et la suivante, ça c'est l'immunité cellulaire. Alors là, pour l'immunité cellulaire, il n'y a que des lymphocytes T qui vont recevoir l'information. Alors l'antigène, il est fragmenté par ces cellules, vous voyez, c'est en petits bouts, et ils vont être présentés à la surface en liaison justement avec une molécule HLA que je vais vous expliquer dans un instant. Alors ça va donner d'un côté des lymphocytes tueurs qui sont là, et d'autre part des lymphocytes auxiliaires qui sont ici. Lymphocytes auxiliaires qui ne sont pas les mêmes que ceux pour les anticorps, bien entendu. Alors, on passe à la suivante. Alors, problème majeur, c'est que le système HLA est au-dessus de tout ça. Ça ne peut pas fonctionner sans le système HLA. Alors, on va voir de quoi il s'agit. C'est notre identité biologique. Allez-y. Voilà, c'est un ensemble de molécules donc portées par les cellules. Et nous allons voir qu'il en existe de deux types. Voilà, deux classes, des molécules. Bon, il y a deux classes, il y a la classe 1 et la classe 2, c'est facile. Puis en plus, on a pris l'ordre alphabétique, c'est très simple. Hein. La classe 1, c'est ABC, la classe 2, c'est D, avec des sous-groupes DP, DQ, DR. Alors vous vous interrogez peut-être pourquoi un petit W, là, c'est tout simplement pour ne pas confondre le HLA-C avec les composants du complément, hein, qui est un ensemble moléculaire présent dans le sang en dehors de toute stimulation immunitaire. Alors je n'ai souligné que les premiers, A et B, des QDR parce que ce sont les plus importants et ceux qu'on rencontre le plus souvent dans les publications. Voilà, on passe. Alors, la répartition, je résume, elle est très importante. HLA1, on porte ça sur toutes nos cellules. Quelques exceptions, mais toutes nos cellules. HLA2 n'existe que sur les cellules du système immunitaire. Elles ont donc un rôle beaucoup plus précis. Alors, on passe. Alors, au passage, l'expression des molécules HLA2 diminue avec l'âge, ce qui explique que les personnes âgées ont un moins bon système immunitaire. Alors, cette répartition HLA est très grande. Et là, je voudrais faire, c'est ce que j'explique dans mon bouquin, je crois que c'est fondamental de savoir ça. Sur le plan génétique, sauf évidemment anomalie, bien sûr, nous avons, grâce à des recombinaisons de gènes, la possibilité de fabriquer quasiment une infinité d'anticorps. Sauf, je répète, altération génétique rare. En revanche, les molécules HLA sont aussi très nombreuses, très diverses, mais la diversité n'est pas propre à chacun, elle est répartie sur l'ensemble de la population. Et elle est tellement
diversifiés que nous sommes tous différents, mis à part les vrais jumeaux. Si on faisait notre analyse HLA ici de tout ce que nous sommes, eh bien, nous pouvons avoir des points communs, mais en partie seulement, si nous appartenons à la même fratrie ou à la même famille, etc. Mais nous sommes tous différents. Et ceci, c'est une protection de l'espèce. Pourquoi? Parce que comme le système HLA domine le système immunitaire, il est bien évident qu'au cours de l'évolution, depuis que l'homme est devenu l'homme, eh bien, il y aurait eu un pathogène capable de déjouer l'activité et le contrôle du système HLA, et à ce moment-là, tout le monde aurait disparu. Alors que le système HLA étant très divers, eh bien, il y a toujours des sujets dans la population qui vont résister à un pathogène et assurer la survie de l'espèce. Donc, vous voyez, c'est simplement une garantie de l'espèce. Bien, alors on passe. Alors, relation avec les maladies, là je passe rapidement. On sait depuis longtemps maintenant, après les travaux de Dossé, donc dans les années 70-80, que un certain nombre de maladies sont liées à des HLA particuliers. Un des plus connus, bien sûr, c'est B27, hein, qui est très fréquent, je crois que c'est à 90% à peu près, chez les personnes qui ont spondylarthrite ankylosante. A3 également pour l'hémochromatose, qui est une maladie due à un excès de fer dans le sang. DR3, DR4, ça c'est pour le diabète de type 1. Alors si vous avez l'un des deux, c'est déjà pas très bon. Si vous avez les deux, c'est encore moins bon. Et si vous êtes en plus homozygote, alors là, vous avez peu de chances de vous en tirer. Bien, alors je passe rapidement jusqu'au dernier. A1, B8, DR3, c'est un risque d'auto-immunité. Ça ne veut pas dire forcément que vous aurez une auto-immunité parce qu'il faut un facteur déclenchant, mais c'est quand même un gros risque. Et A3V7DR2 qui est un risque de sclérose en plaques. Alors, bien sûr, à partir de là, vous vous dites, ah ben, je vais me faire mon typage HLA, comme ça je saurai si je vais avoir la CEP ou si je vais avoir une spondylarthrite ankylosante, etc. Non, non, parce que là, vous allez avoir un résultat statistique. Ça veut dire que si vous êtes, je ne sais pas, DR3, DR4, bon, vous avez un risque d'avoir le diabète. Mais si vous n'avez pas le facteur déclenchant, vous ne ferez jamais de diabète. Inversement, vous pouvez très bien faire un diabète sans avoir DR3, DR4. C'est simplement une question de statistique. C'est-à-dire que vous avez plus de risques si vous avez DR3, DR4 de devenir un jour diabétique que si vous ne l'avez pas. Bien, alors on va passer au suivant. Alors ça, c'est le point peut-être qu'il faut retenir. Le système HLA intervient à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le tri des lymphocytes. Vous avez vu l'importance des lymphocytes sur le petit graphique que je vous ai montré rapidement. Les T et les B, bon, tous prennent naissance dans la moelle osseuse. Mais tous, malheureusement, n'ont pas les mêmes qualités sur le plan immunitaire. Et il va d'abord y avoir un tri qui va se faire, donc aussi bien dans le thymus pour les T que dans la moelle osseuse pour les B. Et ce tri va avoir une double fonction. La première chose, c'est d'éliminer les lymphocytes qui ne sont pas capables de donner une bonne réponse immunitaire. Et deuxièmement, d'éliminer les lymphocytes qui sont un peu trop brutaux et qui risqueraient d'entraîner une maladie auto-immune. Alors ce tri, malheureusement, n'est pas parfait. C'est-à-dire qu'il peut rester des lymphocytes qu'on appelle autoréactifs et qui peuvent quand même, dans certaines circonstances, conduire à une maladie auto-immune. Mais si le tri est bien fait, on a des lymphocytes qui seront capables de donner une réponse, et d'autre part, on n'a que des lymphocytes, disons, modérés, qui ne vont pas entraîner de maladie auto-immune. Alors ça, c'est fondamental. Et, il nous reste 3 minutes. Pardon? Il nous reste 3 minutes. D'accord, eh ben, je vais me dépêcher. Et ce tri, une fois qu'il est fait, eh bien, les lymphocytes qui ont survécu à ce tri vont recevoir l'information des cellules présentatrices d'antigènes. Alors, on passe rapidement. Voilà, bon, il y aura des T4, des T8, passons. Et alors, ce rôle fondamental du système HLA, alors déjà, c'est lui qui a contrôlé le tri des lymphocytes, et c'est lui également qui va présenter les antigènes aux lymphocytes. Alors, on passe à la suivante. Voilà, voilà les molécules HLA, et elles présentent un petit sillon, et c'est là que vont venir se loger les petits fragments d'antigènes qui auront été préparés par les cellules présentatrices d'antigènes. On passe. Seulement, ces molécules qui vont se mettre dans le sillon, n'importe quoi ne peut pas venir se loger dans le sillon parce qu'il y a des propriétés physico-chimiques qui vont permettre ou empêcher cela. Allez-y, passez. Voilà, c'est-à-dire que les petits morceaux qui vont venir se placer, il y aura entre 10 et 20 acides aminés à peu près. Seulement, tout va dépendre, pour qu'ils puissent se loger là, de la taille des acides aminés. Il y en a des petits comme ceux-là ou des très gros,
de leur affinité et surtout de leur caractère hydrophile ou hydrophobe, évidemment, pour qu'ils puissent se loger à l'intérieur du sillon. Et c'est ça qui va conditionner la présentation de l'antigène. On passe donc à un répertoire de peptides, c'est-à-dire de petits fragments préalablement présentés par le système HLA. Allons-y. Conclusion, donc nous aurons des bons, des moyens et des non-répondeurs. On passe. Alors, conséquences pour l'immunité vaccinale, allons-y, ça va être presque terminé. On passe. Voilà, donc il faut s'interroger. Et cette interrogation, on la connaît depuis 80 ans. À 80 ans, c'est-à-dire au moins 35 à 40 ans avant la découverte du système HLA, on savait que nous étions tous différents sur le plan des réactions immunitaires. On passe. Voilà, c'est une publication de 1936, vous voyez, qui avait montré à partir du vaccin antidiphtérique qu'on pouvait avoir des réponses variant de 1 à 100 chez les humains et de 1 à 7000 chez les singes. Allez-y, passez. On passe aussi. Alors ça, c'est les capacités. Là, c'est un petit tableau résumé qui montre que pour chaque vaccination, on sait qu'il y a des molécules, des types HLA qui sont de bons répondeurs ou de mauvais répondeurs. Et ceci pour toutes les vaccinations, variole, diphtérie, tétanos, rubéole, rougeole, hépatite B, etc. Bon, je passe, on va arriver à la conclusion. Merci. Voilà, bon, ça on va passer aussi. Alors théoriquement, on veut privilégier le système HLA, mais je n'ai jamais vu des études cliniques qui privilégiaient la recherche du système HLA le plus compatible. Quid de ceux qui ne présenteront pas l'antigène vaccinal de manière optimale? Quid des populations africaines vaccinées avec des vaccins fabriqués en Europe où les systèmes HLA n'ont pas du tout la même répartition? Nous fera-t-on croire qu'on aura tenu compte de leur système HLA? Des sujets différents ne peuvent pas donner des réponses stéréotypées à des vaccins standards. Un sujet vacciné n'est pas forcément immunisé. Et on arrive là, je crois, ça doit être une des dernières. Voilà. Le professeur Dossé, donc, qui a eu le prix Nobel pour ses recherches sur le système HLA, a déclaré dans une conférence, bon, je n'ai pas retrouvé la date exacte, mais en octobre 1980, la vaccination des enfants contre toute une série de maladies pourrait bientôt être une pratique du passé. Alors, je pense que ce serait effectivement la nécessité de revoir tous ces travaux pour déboucher sur une réévaluation du phénomène vaccinal, la nécessité d'une information du citoyen, bien sûr, et par voie de conséquence, nécessité de laisser à chacun le libre choix de se faire vacciner ou non. Je crois que ça se termine là. Voilà, ça c'était mon premier livre sur les vaccinations. On passe parce qu'il n'existe plus. Il vient d'être réédité, le voilà. C'est celui-là dont j'ai quelques exemplaires. Et puis le dernier, celui qui est un peu plus simple à lire, mais que je n'ai pas ici parce que c'était trop lourd à apporter. Voilà. Merci. Merci, merci infiniment. On pourrait passer la journée dans cet univers extraordinaire de l'immunité et qui rappelle que nous sommes vraiment dans la singularité et c'est celle-là qui demande à être respectée.